une journée lourde de sens historique puisqu'on est le 9 novembre. Donc je vois qu'il y a plein de jeunes dans la salle qui sont peut-être en train de passer leur bac. Je vous rappelle que le 9 novembre 70, c'est la mort de De Gaulle. Le 9 novembre 89, la chute du mur de Berlin. Et le 9 novembre 1987, le premier salon des célibataires, qui sont vraiment trois moments qui ont jalonné. Et après, vous faites les traits que vous voulez entre les uns et les autres, mais c'est des moments où on a besoin de choisir ses deux mains. Évidemment, on ne peut pas faire une journée pareille sans énormément de partenaires. Donc, je veux bien qu'on les affiche derrière moi, avec des logos. Voilà. Merci à toutes et à tous. On va pouvoir en entendre certains d'entre eux dans quelques instants, mais merci beaucoup. Il faut vous rappeler quand même un peu ce que peut le volontarisme humain. Il y a un an, pour l'édition 2020 de ce forum, on avait réussi à dîner dans un hôtel un petit peu... Ça donnait un peu le même sentiment que quand vous étiez dans la Prohibition à Chicago dans les années 30. On était distants de 3 mètres les uns des autres, il y avait 4 intervenants et on était persuadés que ça allait être compliqué. On avait déjeuné debout dans les courants d'air. Et on nous disait à distance que vous nous suiviez. Alors il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont entendu Sébastien Boller et Anne-Marie Jean, mais globalement, nous, on avait quand même l'impression de parler à des murs. Et là, ça fait beaucoup de bien d'être en présentiel, même si, à cause du présentiel, vous prenez les mauvaises habitudes des Parisiens. On a pris un quart d'heure de retard, donc on essaiera de rattraper, raison pour laquelle je parle désormais plus vite. Mais c'est ce besoin de se retrouver, d'avoir de la convivialité, comme disait Steve hier soir, à propos de paroles que les addictologues appellent des pratiques abusives. Mais enfin, vous voyez un petit peu ce qui nous réunit. Un petit mot sur le programme qu'on va avoir dans cette journée qui est extrêmement riche. Pour celles et ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore fait, vous allez sur la plateforme et vous vous inscrivez aux tables rondes que vous voulez. Malheureusement, j'imagine que personne n'a le don d'ubiquité et tous les sujets sont extrêmement intéressants. Vous avez 11 ateliers en tout, 5 ce matin, 6 cet après-midi, donc vous choisissez ce que vous voulez. Et tout au long de la journée, et ça évidemment, on compte sur vous, vous pouvez nous envoyer des tonnes de questions qui, par le miracle de la technologie, arriveront sur cette tablette en ce qui concerne la plénière de ce matin et d'autres tablettes en ce qui concerne les ateliers participatifs au fur et à mesure, parce que vous le voyez peut-être pas, mais là dans cette salle vous êtes au moins 600 ou 700 selon les organisateurs, un peu moins selon la police, et encore 300 ou 400 à distance, notamment dans plusieurs sites. Et ça c'est quand même un très bel événement, et rien que pour le fait d'être plus que 1000, vous avez presque le droit de vous applaudir. Voilà. Et puis pour respecter le timing, eh bien, je vais appeler justement nos 3 partenaires et Steve Géco à me rejoindre sur scène. Venez, venez. Pia Ims, Christophe Neumann et Christophe Camp, venez à mes côtés. Steve, assieds-toi. Je pensais qu'on vous aurait mis un jingle un peu pétaradant pour une entrée tout en maîtrise. Non, Sylvain nous attend déjà, mais il est sur la plénière après. Puis mettez-vous au centre. Ah ben voilà. Ça fait son petit effet, hein. C'est l'effet dit rentre en plan. Voilà, c'est une petite dizaine de secondes après, il arrive. Enlève ton masque, Président, sinon... Mais vous avez le droit, il y a des passes sanitaires, tout va bien. Nous sommes vaccinés. Enfin, du moins, j'espère que personne n'a de faux passes sanitaires. Steve, cher Président, cette année, le forum s'appelle « Choisissons nos demain ». Qu'est-ce qu'il faut souhaiter comme demain à Initiative Durable ? En fait, quand on a choisi le thème de cette journée, c'est vrai que ça nous a renvoyé finalement à l'année de la création d'Initiative Durable. Alors ça ne s'appelait pas Initiative Durable à l'époque, je ne vais pas retracer toute l'histoire. On est passé d'Alsace Qualité à Idée Alsace pour aboutir aujourd'hui à l'Initiative Durable. C'était en 2004. C'était en 2004. Et en fait, depuis 2004, on incite les dirigeantes et les dirigeants qui nous ont rejoints à engager justement ces changements et à réfléchir et on les aide à choisir aussi leur demain, quoi. Alors comment on procède ? Là aussi, depuis l'origine, on a tenté de rendre désirable ces demain, c'est possible, pour justement engager le maximum d'entreprises, en tout cas dans une économie plus responsable. Alors, je vais juste faire un petit clin d'œil parce que je vois Sylvain Brezard qui va prendre la parole dans quelques minutes. Alors Sylvain, on s'est connu, c'était en 2004, puisque j'étais président du Centre des jeunes dirigeants, et Sylvain était président national du Centre des jeunes dirigeants. Et en 2004, il y a eu une publication, Sylvain, qui est la performance globale en entreprise.
Voilà. C'était le guide de la performance globale. Voilà. Et ça a été extrêmement inspirant pour nous, puisque ça a été une des sources d'inspiration qui nous a conduit avec le président de région de l'époque, Adrien Zeller, à créer Alsace Qualité avec tout le cheminement. L'Alsace signe l'art et la manière, ouais. C'est un peu plus long en fait comme intitulé. Voilà. Alors bien, je reviens juste sur Initiative Durable et pour répondre à ta question, nos demain chez Initiative Durable, ils sont plutôt heureux parce que nous avons à date plus de 150 adhérents au niveau de notre mouvement, avec une croissance sur l'année 2020, ça vous étonnera peut-être pas trop, mais une croissance importante à 2 chiffres, hein, une incitation en tout cas forte à rejoindre notre mouvement. Donc ça c'est déjà extrêmement positif. Après on le verra en fin de matinée, il y a la remise classique des trophées de la RSE pour le Grand Est. Là aussi on a une inflation forte du nombre de candidatures, parce que nous avons 52 dossiers contre une trentaine l'année dernière, donc on voit là aussi une croissance assez remarquable d'entreprises qui souhaitent valoriser leur engagement en matière d'une économie plus responsable. Et puis le forum d'aujourd'hui, je ne sais pas si tu l'as rappelé Vincent, plus de 1000 inscrits, dont 200 qui participent à cette journée à distance mais en présence, puisque nous avons 2 duplex, un à Châlons-en-Champagne et le second à Laxou, près de Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Donc ça aussi, c'est une première pour nous, alors que l'année dernière, on était, comme tu l'as rappelé, à 100% distanciel. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas adopter aussi un format plus hybride. Voilà. Donc je m'arrêterai là, tu l'as compris, pour nous, chez Initiative Durable, c'est plutôt des demain qui chantent. Voilà. Merci beaucoup, et puis à tout à l'heure, évidemment, puisqu'on se verra pour cette cérémonie de remise. Je me tourne vers vous, Madame la Présidente de l'Eurométropole. Alors, je vois que vous connaissiez déjà Monsieur le Président en 2004, donc je ne vais pas vous demander de raconter tout ce compagnonnage, mais très concrètement, comment est-ce qu'une Eurométropole se saisit du moment qu'on vit, où il y a enfin des attentes qui sont très fortes chez les citoyens, et comment est-ce que vous concrétisez ça ? Alors, moi aussi, je voudrais vous dire le plaisir d'être devant vous, 12 ans déjà, et il me semble que je n'ai quasiment manqué aucun de ces forums développement durable qui s'est tenu successivement dans différents lieux, et particulièrement ici sur ce territoire. Ça a pris très vite, et l'engagement des entreprises qui sont dans la salle nous a toujours confortés dans l'idée de porter cette thématique de la RSE avec l'ensemble des acteurs du territoire. Je profite pour saluer aussi l'accompagnement de l'école de management et probablement des étudiants qui sont dans la salle. Pour en revenir strictement à l'Eurométropole, permettez-moi aussi de vous dire que cette deuxième partie de l'année 2021 a quand même été marquée d'une part par la sortie du rapport du GIEC et d'autre part par les négociations COP26. Et ce que nous nous disons tous ici dans cet amphithéâtre, nous en sommes convaincus, penser global mais agir local. Et donc la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, qui vous soutient aussi chaque année dans le cadre de cette manifestation, elle agit. Ville et Eurométropole ont déclaré l'état d'urgence climatique et agissent. Et c'est tout mon plaisir et ma conviction que d'agir à travers un plan de mobilité décarboné, de construire avec les entreprises le pacte de l'économie locale durable, de travailler sur la végétalisation des villes et des communes, de travailler sur un schéma des énergies renouvelables, d'imaginer un plan d'urbanisme beaucoup plus qualitatif et mesuré, de protéger effectivement toute une série d'espaces verts comme espaces patrimoniaux, etc., etc. Aujourd'hui, les métropoles ont la capacité à agir et à transformer le territoire et aussi à amener justement les acteurs économiques dans cette dynamique. Eh ben, merci beaucoup. Je me tourne vers votre voisin. Alors Christophe Neumann, vous êtes un fidèle du forum, mais pour ceux qui étaient venus les années précédentes, vous étiez plutôt dans une autre filière, plutôt le recyclage, mais désormais vous êtes un énergéticien, vous avez choisi de rester fidèle au forum ID, et merci beaucoup. Et quand même l'énergie au cœur des enjeux et du rapport du GIEC, hein. Il faut faire une énergie décarbonée maintenant. Alors, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, je suis passé du monde du recyclage plus de 20 années sur tout ce qui est collecte sélective, tri et recyclage. Et aujourd'hui, je viens d'intégrer le groupe ES, qui est une entreprise
qui est impressionnante sur un sujet qui est passionnant. Donc, je suis quelqu'un de passionné, donc pour moi, il y a une continuité. Et je retrouve aujourd'hui dans la transition énergétique un peu les enjeux que j'ai connus il y a 20 ans dans le recyclage, où on était au démarrage. Et là, il y a encore beaucoup de choses à faire demain sur la transition énergétique. Quelques mots sur les S, qui est partenaire de ce forum. Eh bien, tout d'abord, nous sommes une entreprise qui a un ancrage local. Vous parliez de local, eh bien les S, s'il y a bien Électricité de Strasbourg, une entreprise qui est locale, c'est bien cette entreprise, avec 550 000 clients pour l'électricité et 110 000 clients pour le gaz. Ce matin, avant de venir, il y a une application que j'aime bien qui s'appelle Electricity Map, que je vous invite à regarder. C'est une application qui vous dit, en fonction du moment, quelle est la production d'électricité, la consommation, la génération de CO2 pour produire l'électricité et les flux entre les pays. Ce matin, on était à 90 grammes de CO2 par kilowattheure en France. Au même moment, l'Allemagne était à près de 400 grammes de CO2 par kilowattheure et la Pologne frôlait les 700 grammes de CO2 par kilowattheure. Si on veut décarboner notre société, l'électricité est un enjeu très fort. C'est ce qui va nous permettre, en basculant par exemple d'un véhicule thermique à un véhicule électrique, de générer moins d'émissions de CO2. Mais il faut se poser la question de la manière de produire aussi cette électricité. Et c'est bien évidemment pas le charbon ou le pétrole qui sont la bonne solution pour décarboner. La solution, c'est de développer les énergies renouvelables. Et au niveau local, eh bien, c'est ce que nous faisons d'ores et déjà. Nous avons les deux premières centrales de géothermie en France qui sont dans le nord de l'Alsace, avec notamment Rittershofen, qui produit 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 de l'eau à 170 degrés pour alimenter l'usine Roquette. Et ensuite, on réinjecte à 70 degrés 0 g de CO2. On a également, au niveau local, le développement de la biomasse avec une unité sur Strasbourg pour le réseau de chauffage urbain. On utilise la ressource du bois renouvelable pour produire de la chaleur. On a bien évidemment aussi de l'hydraulique. Alors en Alsace, on connaît bien les barrages sur le Rhin. Il faut savoir que l'ensemble des barrages sur le Rhin, c'est plus de la moitié de la consommation électrique des Alsaciens. Donc on a cette ressource-là, mais on a aussi de la ressource plus locale avec des micro-centrales comme Framont près de Schirmeck, où on peut produire de l'électricité. Ce n'est pas des grosses productions, hein, mais ça nous permet aussi d'avoir cet ancrage local et de développer encore de la production électrique locale. Puis, bien évidemment, on a l'enjeu du photovoltaïque. Aujourd'hui, le photovoltaïque est en pleine expansion, en plein développement. On a des producteurs locaux aussi de panneaux bas carbone en photovoltaïque. On est très sollicité sur ce sujet-là parce que tout le monde aujourd'hui, vous avez le marché de l'énergie et les prix, tout le monde le sait. Si on veut stabiliser son prix, eh bien, avoir des panneaux photovoltaïques, c'est un moyen aussi de s'assurer à travers aujourd'hui l'autoconsommation qui permet à chacun de produire son énergie. C'est l'un des enjeux de demain. Et enfin, l'autre enjeu qu'on a, c'est des bornes de recharge, puisqu'on est en train de basculer tout le territoire sur des véhicules électriques. Aujourd'hui, on a une centaine de bornes dans le Bas-Rhin. Il en faudra 1000 en 2023 et il en faudra 7000 en 2030 à travers les études qu'on a pu faire. Donc autant vous dire qu'on est au début du déploiement et que demain, on va avoir nos usages qui vont changer. Et c'est surtout ça, pour conclure, qui pour moi est important, et je retrouve le lien avec le geste de tri sur lequel j'ai travaillé pendant des années, c'est qu'il faut changer le comportement et travailler sur l'acceptabilité. Les panneaux photovoltaïques aujourd'hui, mais il y a des gens qui n'en veulent pas, qui trouvent que ce n'est pas esthétique. On travaille avec les architectes du bâtiment de France, on développe des panneaux rouges quand on est sur des toits en Biberschwanz, il faut du rouge, des choses comme ça. On n'a pas d'éoliennes en Alsace parce qu'on n'a pas de vent, donc on n'a pas ce problème d'acceptabilité des éoliennes, mais néanmoins on voit que dès qu'on veut développer quelque chose, même une centrale hydraulique, eh bien, on a cette problématique de l'acceptabilité par la population et d'évolution des comportements vis-à-vis des énergies renouvelables. En tout cas, j'ai un espoir, c'est qu'on fasse de l'Alsace le leader dans l'énergie renouvelable, et on a le potentiel dans notre région. Merci beaucoup. Puis n'oubliez pas de donner des conseils à vos copains allemands et polonais, parce que les molécules de CO2, qu'elles soient produites en France ou en Pologne, elles réchauffent l'atmosphère de la même manière. Donc il faut qu'eux aussi, ils arrivent à 90. Et avec vous, désormais, Christophe Camp, pour conclure ce premier tour, on l'a vu au début dans le programme, il va y avoir un certain nombre d'ateliers aujourd'hui qui vont traiter la problématique du numérique. J'en profite d'ailleurs pour saluer la présence de Frédéric Bardot, qui est un des pionniers sur le numérique responsable avec l'école Simplon. On le voit depuis les rapports du Shift Project, l'empreinte carbone du numérique, elle a explosé. Qu'est-ce qu'un acteur financier comme le vôtre peut faire pour accompagner le développement d'un numérique responsable ? Oui, merci. D'abord, je voudrais dire
mon plaisir, la fierté pour la Caisse d'épargne d'être partenaire de cette manifestation. Et effectivement, concernant le numérique responsable, depuis plusieurs années, on voyait fortement la façon dont nous travaillons évoluer, la digitalisation de nos échanges, et la crise du Covid n'a fait que renforcer cette évolution, puisque qu'aurions-nous fait si, pendant cette crise, si nous n'avions pas pu travailler à distance, échanger des documents tous les jours avec l'ensemble de nos collaborateurs. Donc, par rapport à ça, cette évolution a fait que nous avons multiplié en fait le nombre de fichiers. Ces fichiers, dans un premier temps, on les a archivés, classés, sans forcément penser qu'il y avait une empreinte numérique qui allait en découler. Et puis, avec un état de fait, c'est-à-dire que même si le fichier n'était plus d'actualité, on ne pensait pas forcément à le supprimer. Donc il y avait un impact, mais pour nous, finalement, cette action était relativement neutre. Donc, la Caisse d'épargne, qui est très sensible aux enjeux environnementaux, on a mis en place à la fois une démarche de réduction de notre empreinte carbone d'une manière globale, mais aussi on a voulu mettre en place une démarche de réduction de notre empreinte carbone numérique. Alors, comment on a procédé? En fait, on a procédé sur deux grandes thématiques. La première, c'était plutôt vis-à-vis du matériel. On a privilégié, lors du remplacement, la mise en place, enfin la mise à disposition pour nos collaborateurs de micro-ordinateurs portables qui permettaient à la fois d'avoir un outil de travail et le même outil de travail au bureau et puis pour un travail à distance. Concernant ce matériel, nous avons aussi augmenté la durée de vie du matériel. Nous l'avons remplacé dans un délai plus long. Et puis, quand il était en fin de vie, nous l'avons systématiquement dirigé vers une entreprise de recyclage réglementée. Ça, c'est pour l'empreinte du matériel. Ensuite, il y a la gestion des fichiers proprement dit. Et on s'est posé la question, comment mobiliser les collaborateurs et comment avoir un impact sur la gestion de ces fichiers. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de prendre une photo à date de notre empreinte numérique en référençant l'ensemble des fichiers existants dans notre établissement. Et on a demandé à notre service informatique de nous donner deux données. La première, c'était la taille. Ça vous paraît simple, mais d'avoir une identification de nos archives par la taille des fichiers. Et la deuxième, c'était d'avoir une date. Alors, pas la date de création de ce fichier, mais la date de dernière utilisation du fichier. Donc là, ça a demandé un peu plus de travail parce que c'est une donnée qui est moins commune. Et nous avons donc ainsi identifié les fichiers les plus volumineux dont la date d'ouverture était supérieure à 3 ans. Ben, le potentiel est important. Et ça a été une prise de conscience générale des deux directions qui sont en test actuellement. Et donc, nous avons dirigé nos efforts vers ces fichiers volumineux dont la date d'ouverture était supérieure à 3 ans. Donc, nous sommes en cours de traitement. La photo d'arrivée, elle aura lieu en fin d'année. Et j'espère l'année prochaine pouvoir vous donner tous les détails du succès de cette opération. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, donc on vous attend l'an prochain pour venir nous donner le résultat. Merci beaucoup à tous les quatre. Je vous libère et je vais appeler sans plus tarder, parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'on a pris du retard, Virginie Resson et Léa Falco pour la première table ronde. Vous pouvez quand même applaudir nos partenaires. Alors voilà, le jingle était suffisamment long pour avoir désinfecté l'ensemble des micros. Rassurez-vous, tout va bien. Si la salle veut se manifester pour manifester son mécontentement au fait qu'on soit obligé d'écourter la plénière parce qu'on a pris du retard le matin, vous pouvez le faire. Voilà. Donc,
avec moi sur le plateau, Virginie et Léa, et à distance, grâce au miracle de la technologie, je ne sais pas si on vous voit apparaître à l'écran, Sylvain Brezard. Merci. Avec nous depuis le Nord, depuis le siège de Nord 6. On a donc un peu moins d'une heure du coup, pour discuter de Choisissons nos demain. Et vous pouvez évidemment toujours continuer à envoyer des questions via la tablette. Je me tourne d'abord vers toi, Virginie. Je vais me permettre de te tutoyer puisque je te tutoie dans la vraie vie. Tu es géopoliticienne et prospectiviste, fondatrice du LEPAC, le laboratoire qui était à l'origine de la célèbre émission Le Dessous des cartes. Peut-être un peu de géopolitique pour commencer, parce que Pia Ims, dans son introduction, a rappelé ce fameux slogan « Pensée globale, agir local ». Alors, agir local, d'accord, mais pour Choisissons nos demain, par rapport à la problématique du dérèglement climatique, il y a un gros problème, c'est qu'on n'en pense pas la même chose. Les Européens, les Américains et les Chinois, on n'est pas persuadés que la solution soit de même nature. Il y en a qui se disent que c'est économique. Exactement. Et c'est toute la difficulté de la COP26, c'est d'attendre d'un sommet qu'ils mettent d'accord certains appellent ça des blocs. Moi, je trouve ça un peu, en tout cas, des ensembles géopolitiques qui sont sur des logiques, des raisonnements qui sont différents. Et j'allais dire, chacun est légitime. Pour les Américains qui ont un aménagement, un modèle de développement fondé sur l'industrie automobile, l'étalement urbain, le transport aérien, etc., etc. Donc là, on a effectivement leur problème, leur vision, c'est énergétique. La question pour eux, la solution au dérèglement climatique, c'est d'arriver à décarboner l'énergie, puisque ça leur permettrait évidemment de moindres renoncements, si je puis dire, par ailleurs, sur leur modèle économique, sur leur mode de vie, puisque le centre des émissions de carbone pour eux, c'est énergétique. Enfin, c'est par là que doit passer la solution. Pour les Chinois, là, on est dans un problème économique, puisque l'émergence des classes moyennes et l'exigence, j'allais dire, des politiques des classes moyennes, c'est qu'elles puissent continuer et poursuivre à consommer du bien-être, mais maintenant, elles deviennent également, le centre de la contestation en Chine, c'est aussi la qualité de l'air. Et donc il faut à la fois préserver la croissance pour préserver le mode de vie, c'est un peu le contrat social de la société chinoise, et en même temps, il y a cette exigence écologique montante. Et donc, pour eux, je pense que la problématique, elle est beaucoup plus technologique, et c'est pas par hasard qu'ils achètent tous les brevets dans tout ce qui est les énergies renouvelables et tout ce qui permettra de décarboner. Et comme j'écrivais hier, je pense qu'ils seront les premiers à mettre en place une filière hydrogène puissante, et pourquoi pas la fusion nucléaire. On est vraiment dans une logique, une démarche, et il s'agit de la souveraineté chinoise et de la stabilité du régime chinois. Donc ils sont très sérieux, et d'ailleurs, d'une certaine manière, c'est une très bonne nouvelle pour le monde que les Chinois soient très préoccupés par cette qualité environnementale. Et ensuite, on a évidemment les pays en développement un en tête qui, eux, revendiquent un certain nombre de droits, le droit à avoir des enfants, enfin avoir une croissance démographique et à terminer leur transition démographique au même titre que les Européens, les Américains auparavant au XXe siècle. Et puis, il y a cette espèce de revendication qui est « nous sommes les premiers à subir », et c'est tout à fait exact, nous sommes les plus frappés pour l'instant que les pays développés par les conséquences du règlement climatique, ça ira en s'empirant. Par conséquent, et nous ne sommes pas responsables des émissions qui nous ont mis dans cette position-là. Par ailleurs, il y a toujours ce préjudice de la colonisation qui reste impayé, enfin, donc, qui est considéré comme une dette qui n'a pas été honorée. Et donc, tout ça crée une exigence de la part de ces pays en disant c'est aux pays industriels, anciennement industrialisés, aux pays développés, de régler la facture finalement historique qu'ils doivent aux pays en développement et aux pays en développement et émergents sur le plan notamment climatique. Reste l'Europe. Alors l'Europe qui, moi, je trouve extrêmement intéressante parce que contrairement aux autres, elle est dépourvue de ressources naturelles, enfin relativement dépourvue de ressources naturelles fossiles et minérales par rapport à la Chine, aux États-Unis, à l'Afrique, etc. Ça fait quand même à la faveur de la mondialisation, enfin je ne sais pas si à la faveur, mais en tout cas à cause de la mondialisation économique, l'étalement des chaînes de valeur, etc., elle a désindustrialisé son territoire. Il y a un essoufflement du projet, on voit bien que les classes moyennes doutent, il y a de plus en plus dans les différents pays européens une population qui remet en cause le projet. Donc on est en déficit de projet, on est dans une croissance, un modèle économique
économique, dont une compétitivité qui s'érode petit à petit. Donc il y a un vrai besoin, là, pour le coup, de projets. Et c'est pas étonnant, finalement, que l'Europe soit aujourd'hui, à mon sens, porteuse de, par exemple, le Green Deal, etc., c'est-à-dire d'un projet que le changement climatique devienne en soi un projet de société, plutôt la lutte contre le dérèglement climatique et le recul de la biodiversité, nous donne l'occasion finalement de renouveler un peu le projet économique, mais même sociétal d'une manière globale. Donc ça veut dire repenser nos modes de vie, repenser nos mobilités, etc. Donc on a 4 visions qui finalement ne sont pas convergentes. Ça ne veut pas dire pour autant que les mesures et les engagements au final ne peuvent pas être ambitieux, mais simplement les voies peuvent être différentes pour atteindre ces objectifs. Alors les voies sont différentes mais pas nécessairement antagonistes, parce que l'économie peut quand même réconcilier beaucoup de monde en quelque sorte. Et pour faire la bascule entre toi et Sylvain, tu as lancé une initiative avec un garçon qui s'appelle Jérôme Cohen, qui s'appelle le Grand Défi, dans un modèle qui est un petit peu calqué, mais je ne veux pas dévoyer ton initiative sur la Convention citoyenne pour le climat, avec une logique de tirage au sort de différentes parties prenantes. Mais au sein des entreprises, donc pour rester sur la dimension économique, en partant du principe que c'est aux entreprises aujourd'hui, puisqu'elles sont les principales responsables du dérèglement, de faire le maximum d'efforts. Donc est-ce que tu peux nous resituer un peu la démarche ? Alors la démarche consiste à considérer effectivement que les entreprises sont au cœur sont un des cœurs, voire le cœur du dispositif de la transition qu'on doit mettre en œuvre, puisqu'elles sont à l'interface des consommateurs, des fournisseurs, donc des producteurs, des matières premières, des territoires, puisque de plus en plus il y a un travail effectivement dans l'action locale entre les territoires et les entreprises. Donc et puis des associations. Donc elles sont les employeurs aussi. Donc elles sont le cœur finalement de cette transition qu'on doit mettre en œuvre. Et on s'est aperçu aussi à travers, tout à l'heure on parlait du réseau CJD, moi j'interviens souvent dans des réseaux d'entreprises, et je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de PME qui sont en difficulté pour engager cette transition, soit parce qu'elles n'ont pas le temps, soit parce qu'elles n'ont pas les moyens, soit parce qu'elles n'ont pas forcément les conséquences, soit parce que c'est très difficile d'engager de faire des investissements sans savoir finalement si on va avoir un impact, si ça va être efficace, puis par où commencer, ou vers où se tourner. Et donc en réfléchissant à tout ça et à l'inertie que tous ces facteurs-là créent, on s'est dit mais il faut qu'on arrive à créer un dispositif qui permette d'accompagner, d'embarquer les entreprises, et en particulier les PME, puisque le tissu économique français est essentiellement fait de PME, d'embarquer tous ces acteurs économiques dans la transition et de les accompagner. C'est pour ça que c'est un processus en 3 phases. La première phase est une phase où on va inviter les parties prenantes de l'entreprise à partager globalement sur une plateforme d'intelligence collective leurs inquiétudes face à cette transition, mais aussi leurs propositions de solutions. Et quand je dis les parties prenantes, ce sont les partenaires du Grand Défi. On a aussi bien donc des réseaux d'entreprises, comme il y en a un certain nombre d'ailleurs qui sont partenaires d'initiatives durables, des syndicats, des fédérations, le patronat, mais aussi des associations de jeunes, 6 associations de jeunes qui sont venues rejoindre le projet, puisque c'est évidemment essentiel qu'ils portent aussi cette transformation. Et puis des territoires, puisque la métropole de Nantes ou l'Occitanie sont partenaires. Alors on en a parlé hier, moi je serais ravie que le Grand Est et Strasbourg Eurométropole deviennent aussi partenaires, surtout avec tout ce qui a été énoncé à l'instant. Donc pour mener cette première réflexion, à partir de là, il y a une deuxième phase qui va s'appeler la grande délibération. Après la grande consultation, c'est la grande délibération. 150 entreprises vont être tirées au sort pour élaborer 100 propositions d'actions concrètes, impactantes, accessibles. Et donc formuler ces 100 propositions, le plus concrètes possible, pour permettre après au reste du monde économique de s'en emparer. Un mot sur le panel, parce que les 150 personnes, c'est 60 dirigeants, 60 salariés, 30 investisseurs. Donc à part les parties prenantes, on voulait vraiment restituer aussi les parties constituantes, puisque l'autre difficulté aussi des entreprises qui est souvent évoquée, c'est moi je voudrais bien, mais je ne peux pas embarquer mes investisseurs, ne me permettent pas ça, ou mes salariés sont préoccupés par tel et tel aspect. Donc l'idée, là aussi, c'était d'intégrer les parties constituantes, donc effectivement, 150 entreprises représentées soit par
soit leurs dirigeants, un salarié ou les investisseurs. Au terme de ces 6 sessions qui vont avoir lieu, une à Paris et les autres en région, pour élaborer ces 100 propositions, eh bien, il y aura un vote des propositions et un deuxième vote, finalement, un vote de validation par les parties prenantes. L'idée étant évidemment de faire converger, c'est pas forcément de résoudre les visions là non plus, mais c'est de trouver les points de convergence et les intérêts communs pour appuyer l'action et lancer la dynamique à partir de là. Et on se dit que si ça a été validé et par les parties constituantes et les parties prenantes, on a des chances que ces propositions-là puissent être diffusées. Et donc c'est la 3e phase, avec l'aide des parties prenantes toujours, et différents acteurs et des élus, etc., de diffuser et d'accompagner la mise en œuvre de ces propositions qui émergeront au terme de ce processus. Fin du processus, courant 2022. Alors, le début du processus, c'est janvier. La fin du processus, la fin de la diffusion, je ne sais pas, mais enfin, on se fixe toute l'année 2022 pour mettre en œuvre ce grand défi et pour le réussir. Bah, bravo. Je reviens vers toi dans quelques instants et je reviens vers toi aussi, Léa, dans quelques instants. On va juste aller à distance voir Sylvain. J'en profite pour dire, si Christophe Neumann est encore dans la salle, je vois que les premières questions qui arrivent sont très énergéticiennes et sur des questions de batterie, donc s'il peut se connecter sur le chat et y répondre directement, elles sont plus de son ressort que de la plénière. Sylvain Brezard, bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Donc, fondateur de Norcis, société de services dans le numérique de 600 salariés et promoteur d'un mot valise et concept Perma Entreprise qui s'affiche en partie derrière vous, un petit peu caché par le haut de votre crâne. C'est donc évidemment une déviation au terme de la permaculture, mais c'est beaucoup plus qu'un jeu de mots. En fait, vous avez tissé une véritable analogie entre la permaculture et une entreprise régénératrice, en partant du principe de ce que vient d'énoncer Virginie, à savoir que les entreprises étant les principales responsables du dérèglement, c'est à elles de faire le maximum de changements. C'est bien ça? Oui, je me retrouve bien dans les propos de Virginie quand elle dit que les entreprises sont au cœur d'une évolution indispensable, que les PME, mais moi je dirais largement plus que les PME, les ETI et autres, quelque part ne savent pas trop comment s'y prendre pour faire évoluer leur modèle de développement tout en intégrant cette dégradation du monde. Et franchement, j'insiste, ce n'est pas que la planète, ce n'est pas que l'environnement, c'est sur le plan social. Je ne vais pas m'étendre sur tous les exemples, mais l'un ne va pas sans l'autre. Et tout est interdépendant, donc c'est extrêmement important d'avoir une vision globale des choses. Et c'est en cela que... je vais te tutoyer, tu faisais allusion à mon passage au Centre des jeunes dirigeants dans le début des années 2000, à ce souci que j'avais eu déjà d'essayer d'embarquer des entreprises dans une réflexion de performance globale, performance économique, mais également sociale et environnementale. Tout ce chemin-là m'a amené à me dire en début 2019 que ce qui avait pu être fait au nom de la RSE, malheureusement, était insuffisant, insatisfaisant, parce qu'il faut être lucide, si ça avait été si chouette que cela, le monde ne se serait pas dégradé comme il s'est dégradé. Donc mon questionnement personnel, mon questionnement pour l'entreprise et un petit peu plus large pour les entreprises a été de dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause forte à faire et un modèle à inventer pour faire en sorte que tous nous allions beaucoup plus vite face à ces problèmes, ces enjeux qui se posent. Virginie parlait précédemment parlait du rapport du GIEC. Le rapport du GIEC, ils ont 30 ans et ils n'ont pas changé. Donc ça montre que malgré tout, nous avons énormément de mal à intégrer le fait que le monde se dégrade et qu'on entend les catastrophes pour se remettre en question. Et donc je reste dans l'espoir d'éviter les catastrophes pour cette remise en question. Alors l'intuition m'a amené vers des principes de permaculture. La permaculture, quand on s'y intéresse, on sait que c'est d'agencer finalement des produits qu'on veut récolter parce que effectivement les petits pois consommant beaucoup d'azote permettent aux courgettes qui sont à côté de mieux s'épanouir, etc. Mais en fait, quand on creuse la permaculture, et les fondateurs ont formulé ça dans un bouquin de 700 pages, donc c'est quand même quelque chose de sérieux, on s'aperçoit qu'à la base de tout, qui va conduire toute la démarche de permaculture, c'est une philosophie de vie qui s'appuie sur 3 principes éthiques.
prendre soin des hommes, préserver le sol et fixer des limites à la consommation, redistribuer les surplus. Et là, je me suis dit, ouais, je ne connais pas une entreprise qui appuie son développement sur ces 3 principes éthiques. Et ensuite, en regardant plus en amont, cette méthodologie de la permaculture propose 12 principes pour faire ce qu'ils appellent des principes de conception. Et là, je me suis dit, bonne nouvelle, ces principes sont d'une actualité redoutable, tendre vers 0 déchet, utiliser des énergies renouvelables, avoir une vision globale de l'entreprise, etc. Et en même temps, je me suis dit, mauvaise nouvelle, parce que ces gens qui avaient une vision incroyable il y a 40-50 ans, hein, c'est les années 70, malheureusement, elle reste d'actualité. Donc j'ai essayé, modestement, mais avec volontarisme, de réécrire tout cela pour le monde de l'entreprise et surtout de proposer une méthodologie pour mettre en place ce concept. Parce que je reviens là-dessus, je crois qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de dirigeants lucides, actionnaires à voir, mais ils ne savent pas comment s'y prendre pour avoir une démarche globale. Il ne s'agit pas de dire, d'un côté, je vais mener une action par rapport à la planète, et puis j'oublie de faire d'autres choses qui sont fondamentales. Exemple, je mène des actions pour réduire l'émergence de CO2 à travers tous mes documents, etc., comme l'exemple de la caisse d'épargne. Mais faire ça sans avoir un projet de contribution nette et positive de carbone, quelque part, c'est ça qui fait que c'est largement insuffisant, qu'il faut aller plus vite. Alors, il y aura tout à l'heure un atelier exclusivement dédié à la perma-entreprise où vous aurez l'occasion de décliner les 23 objectifs. Et j'en profite pour faire une petite annonce technique. Pardon Sylvain, on me dit qu'il faudrait que les participants, même ici à Strasbourg, passent leurs questions en se connectant à la plateforme Evencia du Forum DD pour des raisons Covid et de gain de temps et qu'elles arrivent directement parce que ça va être compliqué de passer un micro. Donc Sylvain, pardon, je reviens à vous. Dans les principes qu'il y a, vous le disiez, respecter l'homme et régénérer les sols au principe de la permaculture. Toutes les entreprises, en tout cas, ont des ressources humaines. Et effectivement, on ne peut pas dire que ce soit celles dont elles prennent nécessairement le plus soin. Je veux bien que vous expliquiez comment est-ce que, par exemple, vous, chez Norcis, vous appliquez 2 des principes que vous venez d'énoncer, à savoir comment est-ce que vous prenez soin de vos ressources humaines différemment des autres, et surtout comment est-ce que vous acceptez vous-même de fixer des limites à votre croissance, puisqu'en plus vous êtes dans une entreprise de service, donc on pourrait se dire après tout dans l'absolu, il peut être dans une croissance illimitée, ça ne fait pas de mal. Ok. Effectivement, dans le concept perma-entreprise, au-delà de la reformulation de ce que je vous ai dit, les principes éthiques et les principes de conception, j'ai aussi rebondi sur des concepts. Et il y a un concept, c'est la régénération des ressources. Ma terre, à la fin de ma récolte, doit être dans un état aussi bon qu'à l'entrée, si ce n'est meilleur. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et si on ramène ça sur la question des ressources humaines, c'est une ressource que toutes les entreprises ont. Eh bien, si on s'interroge sur qu'est-ce que je fais pour régénérer les ressources humaines de mon entreprise, faire en sorte qu'à la sortie, elles soient au moins, entre guillemets, dans le même état qu'à l'entrée, si ce n'est pas à la sortie au bout de quelques années, eh bien là, ça sublime complètement les questions qu'on se pose. Faut que je parle de Norcis. En 1998, loi des 35 heures, on traduit ça par un accord très volontaire sur des jours d'ARTT, ce qui fait qu'à Norcis, nous avons 47 jours de congé. On a trouvé malgré tout un équilibre économique pour développer l'entreprise. En 2005, on met en place des dispositifs contre la discrimination, pour l'égalité professionnelle, mais pas que les salaires, l'accès à la formation, à la promotion, etc. Je vais très vite sur ce qu'on fait. L'université d'entreprise, les écoles par métier, et surtout un travail fondamental sur le management. Vous savez, être bien dans sa tête, on peut faire des tas de choses dans l'entreprise. Si le management n'est pas un management d'ouverture d'esprit, de dialogue, de bienveillance, eh bien, un petit mot de travers peut miner la tête de quelqu'un pendant 15 jours. En 2015, nous mettons en place le télétravail. Pas nos clients nous suivaient. On s'est dit, on y va quand même. Pourquoi ? Parce que le télétravail, pour beaucoup d'entreprises, certes, c'est de la flexibilité, c'est sans doute un confort d'équilibre vie pro, vie perso pour les collabs, mais c'est surtout le meilleur moyen de réduire les émissions de CO2. À Norcis, 60% des émissions, ce sont les transports. Et pour beaucoup d'entreprises, c'est le cas. Donc, voilà, on met en place là. Bon, c'est pour vous donner des exemples de tout ce qu'on a pu faire. Et pourtant, si on se dit, est-ce que je suis en mesure de régénérer
les énergies positives des ressources humaines, régénérer l'employabilité de tous les collaborateurs et collaboratrices, eh bien là, effectivement, on passe à un autre niveau. Et si on arrive à répondre à ces questions, tous ensemble, je peux vous dire que le monde va beaucoup mieux. Et ça, cet exemple-là, je peux le faire exactement par rapport à l'usage des ressources naturelles, minérales et de la planète. Sur le deuxième point, qui est lié à un principe éthique, se fixer des limites. Se fixer des limites, là aussi, c'est peut-être le point le plus intéressant, parce qu'il touche toute l'entreprise. Se fixer des limites, voilà, pour Norcis, c'est dire, est-ce qu'on doit travailler avec tel client? Eh bien non, avec un client qui continue de soutenir l'énergie fossile, nous ne travaillerons pas avec lui. Se fixer des limites, c'était début 2020, et ça nous a fait sourire, c'était de dire, on ne prend plus l'avion si on peut se déplacer en moins de 6 heures. Alors évidemment, le Covid est arrivé, on a peu pris l'avion, donc on l'a atteint cet objectif. Mais se fixer des limites, c'est de dire, voilà, effectivement, lorsqu'il y a des collations, des repas dans l'entreprise, tout ce qu'on veut, il n'y a plus de plastique. Il y a des produits locaux, voire bio. Voilà, le fait de se fixer des limites, c'est pas penser à se fixer des limites sur la croissance, c'est se fixer des limites par rapport à tout ce que va engendrer l'entreprise. Et pour la croissance, je finis là-dessus, là, je me raccroche à nouveau sur mes 3 principes éthiques. Si mon entreprise, par ses offres en produits, en services, est alignée sur les principes éthiques, en quoi mon offre est alignée sur le fait de mieux prendre soin des êtres humains, de préserver la planète, eh bien, si c'est aligné, il faut y aller. Et les exemples qui ont été donnés sur les énergies renouvelables, il faut bien sûr accélérer tout ça. Si par contre, mes produits ne sont pas alignés avec ces principes éthiques, il faut se remettre en question, voire être en décroissance. Encore un petit mot sur la démocratie dans l'entreprise. Vous m'avez dit que 95% des collaborateurs de Norcis étaient plutôt fiers d'être dans leur boîte. C'est un chiffre qui ferait rougir beaucoup de dirigeants aujourd'hui dans d'autres secteurs. Est-ce que sur cette question des lignes rouges, est-ce qu'on travaille avec tel ou tel client, justement s'il travaille sur des énergies fossiles ou s'il a un modèle social trop compliqué, si on voit qu'il a... Je ne citerai aucune entreprise, mais enfin des entreprises de livraison aux cadences un peu inhumaines, vous voyez, ce genre de choses. Est-ce que vous en décidez en commun de savoir si vous les maintenez ou est-ce que c'est une décision du dirigeant éclairé? Ça a pu être une décision du dirigeant éclairé, je ne sais pas, pendant des années, mais ce qu'on a fait depuis 3-4 ans, le temps passe vite, c'est qu'on a créé un conseil d'éthique constitué de quelques collaborateurs, je ne suis pas dedans, et de personnes qualifiées externes. Et effectivement, on a permis à tout salarié de saisir le conseil. Pourquoi nous allons travailler avec cette plateforme technologique qui vient d'Amazon? Voilà, c'est une saisine que nous avons eue. Et ce conseil d'éthique est chargé de proposer une position et l'entreprise, et moi le premier, de la faire mettre en place. Voilà. Donc, c'est plus finalement des décisions qui sont un tutu personae, c'est vraiment, ça repose sur un conseil d'éthique. Et c'est un travail extrêmement difficile à faire d'ailleurs, hein, parce qu'il ne s'agit pas de juger par une photo du jour J d'une entreprise et de ce qu'elle fait. Il s'agit aussi de voir ce qu'elle est en train d'entreprendre. Parce que effectivement, il faut avoir la tolérance de dire que des entreprises aujourd'hui sont peut-être en difficulté face à toutes les problématiques sociales et environnementales. Néanmoins, voilà, l'enjeu, c'est en quoi sont-elles en train de remettre en question leur offre, leurs services, de les adapter, de les faire évoluer, à quelle vitesse. Voilà des questions qu'il faut regarder. Donc la réponse, nous, passe par un conseil d'éthique. Ah, il y a une dernière question, parce que juste, il arrive une question du public, c'est qui sont les actionnaires de Norcis? Alors, c'est une bonne question, parce que je pense qu'aujourd'hui, le principal frein, en tout cas au modèle de permis entreprise que j'essaie d'essaimer, ce sont les actionnaires. Donc, l'actionnaire de Norcis, j'en suis, comment dirais-je, le majoritaire, à hauteur de 95%, et des salariés, on est 5% suivant. Donc, restant, pardon. Et donc, effectivement, je suis face à ma glace en tant qu'actionnaire et en tant que dirigeant. Aujourd'hui, je vois des entreprises qui sont figées par leurs actionnaires. Il faut parler vrai. Et donc, c'est le point clé pour moi, c'est que les actionnaires doivent comprendre que finalement, développer une entreprise avec le modèle que je propose, c'est à terme
finalement, mieux valoriser l'entreprise, c'est à terme mieux s'enrichir pour eux qui, finalement, mettent de l'argent dans l'entreprise avec différentes prises de risques et souhaitent avoir des effets de levier et tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ça qu'il faut intégrer. C'est que finalement, moi, je suis contre les entreprises qui sont dans une maximisation de profit, et donc l'exemple qui a été donné en fait partie. Néanmoins, je pense qu'avec mon modèle, on peut tout à fait être meilleur que ces boîtes-là dans le moyen terme, par tout un tas de dynamiques que je pourrais exposer lors de l'atelier. Alors on arrivera à l'atelier. Léa, je vous rassure, je vais vous donner double temps de parole dans un instant. Mais Sylvain, il y a un dernier mot qui arrive pour vous. Il y a, on dit en tant que société espèce, un monde sans limite semble être le credo politique et entrepreneurial pour beaucoup, jamais remis en question. Dans son dernier livre, Johan Chapoutot, il appelle ça l'illimitisme, en prenant la figure de Elon Musk ou Jeff Bezos, qui sont persuadés qu'une fois qu'on aura vraiment salopé toute la Terre, on pourra réussir à aller produire ce qui nous manque sur les autres planètes du système solaire. Et donc la question du public, qui a l'air plutôt frappé au coin du bon sens, vous dit, mais est-ce que du coup une réflexion sur la décroissance, est-ce que c'est un mot tabou chez Norcis ? Alors, je vous le disais, non, ce n'est pas un mot tabou. On est comme tout le monde. C'est une question compliquée, c'est une question qui clive de temps en temps. Et donc, nous, la réponse qu'on apporte, c'est qu'effectivement, si nos offres de produits, de services sont alignées avec les trois principes éthiques, préserver la planète, prendre soin des êtres humains, se fixer des limites et redistribuer les richesses, c'est nécessaire même de faire de la croissance. Si par contre elles ne sont pas alignées, c'est nécessaire de réduire cette production-là. Il suffit je vais prendre des exemples bêtes et méchants, mais les énergies fossiles doivent être en décroissance au fil du temps au bénéfice des énergies renouvelables qui doivent être en croissance. Si on veut qu'il y ait de plus en plus de dispositifs de biomasse et autres, il faut qu'il y ait une énorme croissance. Il faut qu'il y ait énormément de recherche pour faire évoluer l'efficacité des panneaux photovoltaïques, pour faire évoluer l'efficacité des éoliennes, etc. Donc, moi, je crois, et Norcis, on essaie de développer dans cet esprit-là, c'est qu'effectivement, il ne faut pas être dogmatique d'un côté comme de l'autre. Il faut surtout aligner cette croissance sur ces fameux principes éthiques qui sont, à mon sens, des principes fondamentaux destinés à améliorer la condition des êtres humains. Très clair, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Léa, donc je me tourne vers toi. Étudiante, bientôt en reprise de cours à Sciences Po Paris, actuellement en travail au ministère de la Transition écologique et surtout membre du collectif pour un réveil écologique, puisque depuis quelques années, les étudiants ont décidé de cesser d'être dociles et ont révolutionné la plupart des écoles, même à HEC. Même à HEC, ils ont engueulé le nouveau directeur parce qu'il n'avait pas mis l'environnement au cours de... il n'avait pas inscrit dans les programmes de l'école. Dans la plupart des écoles, il y a eu un certain nombre d'actions, de blocages. Ton école, Sciences Po, a demandé à ce que Total cesse de financer l'école. Il y a eu évidemment un sitting à Grignon, à l'école d'AgroParisTech, pour empêcher que la terre ne soit vendue et qu'on artificialise des terrains pour refaire une école un peu plus loin. Enfin bref, la jeunesse se mobilise énormément et surtout inverse le chantage à l'emploi en disant nous n'irons plus vers des entreprises qui ont des pratiques condamnables d'un point de vue environnemental et social. Est-ce que une fois que tu seras diplômé de Sciences Po Paris, tu pourrais aller travailler chez Norcis ou il est pas assez vertueux pour toi? Norcis, c'est très vertueux, merci. Si, ça va. Non, mais tu as tout résumé en fait, hein, c'est exactement ça. L'idée, c'est qu'en 2018, on est un petit groupe d'étudiants qui avons écrit un texte qui s'appelait à l'époque le Manifeste pour un réveil écologique. Et on a eu de la chance, ça a bien marché, ça a fait un peu boule de neige et on a eu 35 000 signatures, ce qui est dans le petit monde des grandes écoles parce que c'était ça la cible, quand même un certain nombre de personnes. Et depuis, on capitalise un petit peu sur cette idée-là en faisant à la fois des actions dans les entreprises et dans les établissements d'enseignement supérieur, dont HEC, effectivement. Et l'idée, c'est de se dire, nous, on est des étudiants de grandes écoles, on est vos futurs cadres, aux entreprises qui ne sont pas alignées, et on n'a plus envie de séparer notre vie privée et notre vie professionnelle. On n'a pas envie d'aller travailler à Total en vélo. On sait que ça n'a pas d'impact. On a envie que notre engagement personnel, il serve nos buts professionnels et qu'en fait, on participe à la transition écologique et environnementale de la meilleure manière possible, qui est de s'engager dans des entreprises alignées avec les trajectoires environnementales. Et c'est ce que racontait Sylvain, hein, c'est exactement la même histoire.
L'idée, c'est que comme on est privilégié, qu'on a un diplôme qui va nous ouvrir beaucoup de portes, et ben on a le privilège de choisir où on va aller. Et il faut qu'on utilise ce privilège, qui est du coup une responsabilité, pour pouvoir orienter le futur fonctionnement des entreprises. Et ça marche plutôt bien. Il n'y avait personne avant pour un réveil écologique qui était sur ce créneau-là spécifique du chantage à l'emploi. Hein. C'est une bonne manière de le décrire. Et là, il y a Patrick Pouyanné, du coup PDG de Total, qui nous dit qu'en fait, le recrutement, c'est une de ses principales préoccupations en tant que PDG Total, parce qu'il a peur de ne plus pouvoir recruter, et il le voit déjà, hein, des jeunes ingénieurs, des jeunes managers qui vont être motivés par l'entreprise et qui vont avoir envie le matin de se lever pour aller travailler. Donc c'est là le vrai problème. Et on a un deuxième volet, le volet enseignement aussi, où l'idée c'est d'imposer dans chaque cursus d'enseignement supérieur, parce qu'aujourd'hui il y a des lois qui font que c'est obligatoire en primaire et dans le secondaire, mais dans l'enseignement supérieur, un enseignement sur les enjeux environnementaux. Donc pas que climat, pas que biodiversité, mais aussi impact sur les ressources, impact social des changements environnementaux, parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les universités, dans les grandes écoles, dans l'enseignement supérieur, c'est que vous avez un biais de sélection. Quand vous êtes intéressé par l'environnement, eh ben forcément vous prenez les cours sur l'environnement. Alors qu'il faudrait que justement les gens qui ne sont pas intéressés les prennent et comprennent comment ça marche. Et il y a des notions fondamentales et basiques sur les énormes changements et transformations qui sont à venir dans notre société. Donc l'idée c'est de se dire que les gens qui vont aller travailler dans la finance ou des ingénieurs qui ne s'intéressent pas du tout à l'environnement doivent avoir aussi cette formation et ces fondamentaux, parce qu'il faut pouvoir appliquer ça dans tous les domaines de la vie. Et ça rejoint un peu ce que tu nous disais en début, c'est que l'environnement, ça ne doit plus être une case séparée, soit dans les politiques publiques, soit dans une entreprise. On ne peut pas avoir juste un département RSE et tout le reste qui vit sa vie exactement comme on le faisait dans les années 80. Il faut que la RSE ou le développement durable, on le dit comme on veut, mais s'intègre à absolument tous les éléments de chaque boîte et de chaque politique publique, parce qu'il faut que ce soit intégré. C'est indispensable et c'est impensable de le faire autrement. On ne peut pas juste se dire, tiens, on compense 90% de notre activité par le fait que 10% soit vertueuse, ou en tout cas essayer de le récupérer. C'est pas quelque chose qui est envisageable, et c'est ça qu'on essaie de porter pour un réveil écologique. Donc on essaie d'être une force de front, une force d'attaque, en essayant de faire un petit peu peur aux entreprises. Alors justement, un petit peu peur, il faut m'expliquer quelque chose, je dois être doté d'une intelligence discrète, ne réponds pas tout de suite, mais je trouve tes propos éminemment calmes, et pourtant, on veut faire passer les étudiants de ton collectif pour des radicaux. On a bien vu depuis quelques mois, il y a quelque chose qui ne va pas, de toute façon vous contestez tout, vous êtes woke, sans qu'on sache bien ce que ça veut dire, et surtout vous êtes radicaux et vous demandez à des entreprises de faire des efforts qui sont complètement déraisonnables et irréalistes. Et toi tu considères, à contrario, qu'être radical aujourd'hui est la seule forme de lucidité? Oui, alors déjà je suis calme parce qu'on est entre nous. Bon. Voilà, on est tous plus ou moins d'accord sur ce qu'il faut faire. Il n'y a personne ici qui va nous dire non, c'est pas possible, il faut freiner l'adaptation ou le changement. Bon, ce qui déjà aide quand même à avoir une posture un petit peu tranquillisée. Sur la radicalité, je trouve que c'est un problème sémantique qu'on a et qui est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui on associe la radicalité à l'extrémisme. Et en fait on a cette idée qui s'est développée qu'en fait c'était des synonymes, ce qui n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que ça veut dire que radical? En fait, c'est l'idée d'aller agir à la source du problème. Sémantiquement, radical, ça veut dire aller à la racine. Donc ça veut dire que toute politique publique et toute politique à l'intérieur d'une entreprise, pour être efficace, elle doit être radicale, par définition. Et en fait, aujourd'hui, on nous fait croire que radical, c'est de la folie furieuse, que ceux qui veulent que le moindre changement, du coup, est impacté par cette fonction sémantique du mot radical qui a transformé tous nos horizons en des folies, de la décroissance, on veut nous mettre dans des grottes, oh là là, on n'aura plus rien. C'est pas vrai du tout. Le pragmatisme, qu'est-ce que c'est? On entend vachement l'opposition en ce moment entre radicalisme et pragmatisme. Mais le pragmatisme, c'est pas un camp, c'est une méthode, en fait. Et ça veut dire que la méthode, elle doit être appliquée à toutes les réflexions. Le pragmatisme, qu'est-ce que c'est? C'est regarder le problème et savoir s'y adapter en conséquence, en estimant, en hiérarchisant les problèmes et en ayant une juste réponse. Donc en fait, aujourd'hui, il faut vraiment remettre en contexte ce que veut dire qu'être pragmatique et être radical. Là, on va pas refaire un cours sur ce que c'est que le changement climatique, sur les impacts, on est tous au courant, mais on s'avance vers un monde qui va être à plus 2,7 degrés. C'est pas des ONG catastrophiques qui le disent ou moi qui l'invente, qui le sort de ma poche, c'est l'ONU qui le dit. Donc on a des raisons de croire ce que dit l'ONU et de se dire qu'ils ont des gens qui font des calculs intéressants. Et plus 2,7 degrés, c'est pas juste une question de réchauffement. Ça va pas juste être, tiens, il fait chaud, il fait 25 degrés à la mer, c'est super.
j'espère. Ça veut dire qu'on va avoir des bouleversements énormes, agricoles, sociaux, en termes de géopolitique, tu peux en parler mieux que moi, mais en termes de géopolitique, et ça veut dire un monde dans lequel ni vous ni moi on a envie de grandir. Et moi aujourd'hui j'ai 23 ans, aujourd'hui pour moi être pragmatique, c'est être radical, c'est attaquer le problème à la source, c'est pas apposer un petit pansement. Quand vous êtes médecin et que vous avez un patient qui a un cancer, vous n'allez pas lui mettre une pommade et lui dire non mais ça va bien se passer, c'est pas grave, vous allez guérir. Non, vous attaquez le cancer à la source, vous faites une chimio et puis vous détruisez les cellules cancéreuses. C'est exactement la même chose qui doit se passer aujourd'hui dans notre société. Il faut qu'on ait un moyen d'action qui vise le problème. Et le problème, on en a largement parlé avant, mais on sait ce que c'est. On sait ce que c'est, et c'est pire que ça, on a même les moyens techniques et intellectuels de changer ça. Donc on sait comment le faire. Le seul problème aujourd'hui, et ça a été mentionné un petit peu avant par les partenaires, c'est l'acceptabilité sociale. Donc c'est à nous en tant que citoyens, parce que moi je pense qu'il y a deux solutions en gros. Soit on a un pouvoir politique déterminé qui du coup va aider les citoyens à accepter, soit on a des citoyens qui sont prêts à engager le changement et qui du coup vont faire pression sur le politique. Sauf qu'aujourd'hui, quand vous parlez à des gens et que vous leur dites oui mais l'écologie, le développement durable, ils ont peur parce que ce qu'on nous fait croire que l'écologie c'est de l'écologie punitive, c'est qu'on va nous empêcher de faire des choses. Donc il y a une vraie réflexion à avoir là sur la manière de rendre cette transformation désirable. Et on en parlait aussi un petit peu avant, mais quel futur on veut ? On veut un futur qui soit en fait meilleur. Donc la transition environnementale, c'est du positif, c'est pas de la perte. Moi, je suis complètement aligné avec le concept de décroissance, mais pour pas faire peur aux gens, j'appelle ça post-croissance. Parce que non, mais la sémantique, c'est important, mine de rien. Et le mot décroissance fait peur aux gens parce qu'il a jamais été expliqué et qu'au final, les gens ne savent pas que la décroissance, c'est juste plus de liens sociaux, c'est juste une meilleure santé, et c'est pas juste tiens merde, je peux plus acheter mon iPhone tous les 3 ans. Donc il y a quelque chose de fondamental à faire dans la réinvention de l'imaginaire. Très malin. Il y a quelques questions qui arrivent de la salle. Juste une dernière. Choisissons nos demain. Alors, c'est quoi le demain de Léa Falco ? Parce que tu ne veux pas les bullshit jobs qui n'ont pas de sens, tu ne veux pas les jobs des entreprises écocidaires. Alors, est-ce que tu vas aller changer le système de l'intérieur en allant dans une de ces boîtes pour les changer ? Stratégie dite de l'entrisme trotskiste de 68 qui a donné Lionel Jospin. Donc, du terme consacré. Avancer et limite ou de l'extérieur, hein ? Franchement, j'ai très envie de dire, pour être cliché, que je vais aller élever des chèvres dans le Larzac, mais on va pas le faire. Non, moi ce que je veux faire c'est un peu différent, c'est agir sur le volet politique, parce que j'ai de la chance parce que je suis une science-piste, donc je suis vraiment plongée là-dedans, mais aujourd'hui quand vous parlez à un patron d'une grande entreprise, et on a eu la chance de le faire pas mal de fois avec Pour un réveil écologique, y compris avec des patrons du CAC 40, vous avez vraiment deux personas qui se déclinent. Vous avez quelqu'un qui est un être humain en fait, qui a des enfants et des petits-enfants, et qui se rend bien compte qu'il va leur arriver dans la tête quelque chose d'assez terrible sur tous les plans, il faut le dire, et qui se dit effectivement il faut faire quelque chose. Et à côté, vous avez le PDG qui, lui, est en charge de son activité économique et de l'emploi de ses salariés et qui vous dit « oui, mais je suis désolé, c'est pas possible ». Et donc, il y en a certains qui sont même de bonne volonté, bon, pas tous, mais il y en a certains qui sont de bonne volonté et qui, en fait, n'enclenchent pas ce changement parce que, moi, je pense que le vrai levier qu'on a, c'est le levier politique. Je parlais avant de la volonté politique. Je pense vraiment qu'il y a besoin de ce cadre, de mettre un cadre aux entreprises. C'est exactement ce que disait Sylvain avant, pour qu'elles puissent rester dans les trajectoires. Et que rester dans les trajectoires, ça ne devienne pas un objectif à atteindre, mais ça devienne complètement naturel. Un futur... On m'a posé la question un jour de ce que ce serait pour moi un futur réussi en 2050. Et en fait, c'est un futur où on ne parle plus d'environnement, parce que ce serait complètement acté que ça fait partie de toutes nos politiques publiques, de toutes nos politiques de développement, que le développement durable, c'est plus un truc en soi, c'est vraiment... c'est ancré, c'est plus une pensée individuelle. Et sur la question du politique... quand vous parlez du coup à un patron, à un PDG, il vous dit oui, mais moi j'ai pas d'incitation à le faire en fait. Et c'est vrai parce que quand vous avez une entreprise qui essaye d'être plus ou moins éthique, plus ou moins durable, plus ou moins de s'aligner avec les trajectoires, elle a un problème parce qu'il y a un indice prix qui fait que elle va pas être compétitive. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, et c'est particulièrement vrai en Europe parce que c'est exactement ce que tu disais, on n'a pas d'avantage en Europe à continuer à utiliser des fossiles parce qu'on n'a pas de fossiles. Donc on n'a pas d'avantage à le faire. En Europe, il faut qu'on ait un pouvoir politique fort qui nous dise ok, ça va un petit peu arriver avec la taxe carbone à la frontière, mais il faut faire ça intelligemment parce qu'il y a des aspects sociaux aussi derrière qui sont indéniables, mais ça veut dire qu'il faut qu'on puisse mettre des barrières, des limites sur ce qu'on va faire. Et ça passe par dire si vous êtes une entreprise plus responsable, plus éthique, vous avez de fait des avantages, et les entreprises qui ne le sont pas vont avoir une remise à niveau nécessaire, et du coup ça avantage juste les entreprises qui sont éthiques. Donc en fait c'est ça moi que je veux faire. Je ne vais pas travailler ni chez Total ni dans une petite PME a priori.
je veux faire la transverse. Ça sera pour toi. Je vais essayer de prendre toutes les questions qui arrivent en commençant par toi Virginie. On te demande, le changement comportemental d'une entreprise n'est-il pas d'abord lié à l'imaginaire des décideurs ? Donc le comité de pilotage et avant tout travail collaboratif, les gens prenant l'exemple du fiasco de la Convention citoyenne. Alors, je ne sais pas si on peut attribuer le fiasco de la Convention citoyenne au manque d'imagination des décideurs, mais je pense qu'effectivement, il y a certainement un enjeu, alors le mot est très à la mode, mais pourtant il est important, un enjeu de récit, de vision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne, et je rebondis sur ce que tu disais Léa, à partir du moment où on ne présente la lutte contre le dérèglement climatique et le recul du vivant comme une série de renoncements, je ne vois pas comment on peut mobiliser les foules, quoi. Enfin, ça me paraît, à partir du moment où on pense que la décroissance, c'est de la récession, là non plus, on ne va pas convaincre des entreprises. Donc il me semble qu'un des enjeux, et chez les dirigeants, mais pas seulement chez les dirigeants, on parlait tout à l'heure, Sylvain en parlait du rôle des actionnaires, c'est d'arriver à ce qu'on produise une vision, et qu'on la produise collectivement, parce qu'on n'est pas en Chine, justement, et donc qu'on produise une vision qui soit attractive et qui montre que ce monde, alors le monde d'après, c'est complètement galvaudé, mais en tout cas qu'il y a un projet derrière, et qu'il est vivable, et que chacun y trouve son compte, et qu'on est acteur. Parce qu'il y a une deuxième chose, à mon sens, qui est un frein énorme à la transition, c'est le sentiment d'impuissance, et qui renvoie d'ailleurs une partie des populations vers des mouvements qui nous donnent des explications très simples, pour ne pas dire très simpliste, au problème du monde, parce que ça renvoie à leur propre impuissance. On se sent impuissant face au dérèglement climatique, on se sent impuissant face à la crise du Covid, etc., etc. Et donc, redonner son sens au territoire, aux différents acteurs et aux décideurs, et ensemble construire une vision, pour moi, c'est une responsabilité politique fondamentale aujourd'hui. Il y a vraiment un déficit de vision collective vers quelque chose qui soit un mieux. Pour l'instant, la seule vision qu'on propose, et en particulier aux jeunes, et moi ça me préoccupe énormément, c'est, quand je pense à quand j'avais ton âge, Léa, il y avait un sens de l'après qui était forcément mieux. Et maintenant, on propose à des plus jeunes un après qui est forcément moins bien. Enfin, moi, ça me paraît complètement... C'est ultra dangereux socialement, politiquement, et complètement contre-productif pour arriver à embarquer... Donc, bien sûr, dans les entreprises, il faut le dirigeant, mais le dirigeant, il est porté aussi par ses salariés. Sur les actionnaires, moi, je suis aussi présidente d'une entreprise qui a une entreprise à mission, et c'est extrêmement intéressant puisque les dirigeants de cette entreprise, ils ont décidé à la fois donc de devenir entreprise à mission et de recomposer le capital qui maintenant est d'un tiers par les dirigeants, un tiers par les salariés et un tiers par des fonds. Et ils ont été choisir leurs fonds d'investissement, leurs actionnaires. Et c'est intéressant parce que maintenant on a le choix, alors qu'il y a simplement 5 ou 10 ans, il n'y avait absolument pas le choix. Donc en fait, on a beaucoup de cartes à jouer, il faut les connaître. Et bien sûr que ça demande une vision des dirigeants, politiques ou économiques, mais c'est aussi parce qu'ils sont portés par des personnes comme Léa, comme Initiative Durable, qu'on pourra finalement proposer ce projet. Et c'est en ce sens-là où je reviens sur ce que je disais sur l'Europe. À mon avis, l'Europe, elle a un rôle crucial à jouer là-dessus. Elle a été plusieurs fois en avance sur son temps. La construction européenne est une idée absolument fabuleuse. Je vous rappelle qu'entre le moment où il y a la fin de la Seconde Guerre mondiale et le moment où on crée la CECA, c'est-à-dire le moment où tous les États, les Allemands, les Français, les Hollandais, les Belges, etc., se détestent pour quelques centaines d'années d'histoire, de conflits, etc. Il y a des hommes absolument géniaux qui se disent on va pas chercher à résoudre le conflit, mais on va créer de l'intérêt commun pour construire la paix, et qui crée la communauté européenne du charbon de l'acier. 6 ans, ils ont mis. Alors certes, on n'est plus dans la même époque, mais ça veut tout simplement dire que c'est possible, qu'on peut embarquer parce qu'il y avait un récit, parce qu'il y avait un objectif, etc. Et ça me semble très très important d'arriver à reconstruire ce projet, cette vision-là. Et de s'appuyer effectivement sur ceux qui vont la développer, le porter le plus, c'est-à-dire des Léa et Réveil écologique et tous les autres. Alors je vais vous demander à tous les trois des réponses en 30 secondes, parce que là sinon je vais me faire taper dessus. Juste puisque tu parlais d'être acteur, on me dit, mais est-ce que la clé n'est pas de garantir la promotion de placements éco-responsables et sensibiliser les ménages en les incitant à changer de banque? Et effectivement, il y a une ONG en France qui a gagné le prix Nobel, l'équivalent du Nobel de l'écologie, qui s'appelle le prix Goldman, avec Lucie Pinson et Reclaim Finance.
On sait qu'on a 3 grandes banques systémiques qu'on ne va pas citer pour ne pas faire de publicité négative à la BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, qui investissent énormément dans les fossiles, et à contrario des boîtes comme la Banque Postale qui en sont intégralement sorties. Depuis une loi du ministre de l'économie et des finances de 2015, loi Macron, il est extrêmement facile de changer de banque, et pourtant les gens ne le font pas. Parce que je pense que là aussi, il y a un problème de diffusion de l'information, c'est-à-dire qu'on a très peu de visibilité. Alors, il faut aller prendre les rapports Oxfam pour le savoir et se renseigner. Mais d'une manière générale, il y a très peu de visibilité sur l'impact que son compte en banque. On ne mesure pas, ou la plupart des gens ne mesurent pas l'impact de leur compte en banque sur la planète, sur la biosphère. Donc, il y a un problème d'information. Oui, je pense que c'est principalement de l'information, mais après, en amont aussi, il y a la réglementation. C'est-à-dire que, là, c'est intéressant de voir ce qui se passe à la COP26 sur l'engagement à ne plus investir, de voir qui y va et qui y va pas déjà, et ne plus investir dans les énergies fossiles. Donc je pense que c'est des choses qui, en fait, ça avance vite, ça avance beaucoup trop lentement à l'échelle du problème, mais quand on réfléchit, j'ai fait des études d'histoire, quand on a une échelle historique, en réalité, ces choses-là, et Lucie Pinson, entre autres, y est pour beaucoup, ça avance très vite, finalement. Donc il faut être confiant et très déterminé. Merci beaucoup. Sylvain, une question qui appelle sans doute une réponse par oui ou par non, mais vous avez le droit de développer. Est-ce que vous êtes passé à la double comptabilité et comptabilité carbone ? Dans mon entreprise, non, parce que je trouve que c'est pas encore, c'est pas encore assez mûr ces dispositifs-là. Nous, on a intégré dans nos outils de gestion des éléments, je reprends le mot comptable sur le plan de tout ce qui est lié aux émissions de CO2, mais pas une double comptabilité telle qu'elle. Je vais juste faire un petit rebond sur ce qui vient d'être dit. Moi, je crois que l'être humain s'accoutume à beaucoup de choses et il est toujours difficile de changer ses façons d'être, de changer ses façons d'agir. Je pense que changer de banque, en tout cas, moi, j'ai des enfants de l'âge de Léa, ça leur pose aucun souci. Alors que notre génération, on a un vécu qui fait qu'à une époque, ça ne se faisait pas, etc. etc. Donc, je finis là-dessus en disant que finalement, faut surtout convaincre que ça soit au niveau de l'entreprise, au niveau des citoyens, il ne s'agit pas de vivre moins bien, il ne s'agit pas d'être dans le renoncement de choses, il s'agit de vivre différemment et donc mieux. Et je vais prendre l'alimentation. Je pense que beaucoup sont d'accord maintenant pour dire qu'il ne s'agit plus de manger moins et que ça soit un désagrément, il s'agit de manger mieux, de moins consommer, mais de mieux consommer. Et ça, on peut l'appliquer à tout un tas de choses, aussi bien dans l'entreprise que dans notre vie au quotidien. Donc oui, il y a quelque chose de positif, voire de beau à construire. Simplement, et je rejoins Léa, il y a un vrai problème de terminologie, d'explication, de pédagogie. Et évidemment, vous savez très bien que 80% des dossiers d'expertise de toute nature sont des dossiers de lobbyistes. Donc, finalement, qui plaident des choses fausses. Et le meilleur exemple, c'est Monsanto, puisque c'est sorti tout cela. Donc, une association comme celle de Léa, que bon, j'ai échangé avec vous, moi, je pense que c'est fondamental parce que les jeunes n'ont rien à perdre. Nous, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans, on est dans un confort, on a du mal à se remettre en question. Ils n'ont rien à perdre et au contraire, ils sont même en position de force parce que toute la jeunesse de l'élite a moult occasions d'être embauchée dans des tas de lieux. Il y a telle pénurie que donc jamais les salariés et qui plus est les jeunes ont été en position de force. Donc c'est le moment d'imposer, il faut s'imposer aux entreprises. Il ne faut pas avoir peur de le faire sur tout un tas de sujets. Voilà, c'est un patron qui le dit. Merci beaucoup. Moins mais mieux. On peut toujours prendre aussi effectivement l'analogie du secteur de la mode, que je vous rappelle qu'on a 2,5 fois plus de vêtements que dans les années 90. Et à l'époque, à ce que je sache, on ne se baladait pas nu, donc on ne va pas risquer grand-chose à avoir un peu moins de fringues. Léa, le mot de la fin pour toi. Il y a 3 questions que je te lis, mais au fond, elles sont autour de la même thématique, qui sont celles de la démocratisation de tes pratiques. Comment Léa compte convaincre les sceptiques pour qui les difficultés de la fin de mois est plus proche ?
Donc quid du pouvoir d'achat dans cette démarche quand on est à 1200 € par mois, ce dont rêverait nombre d'étudiants qui sont souvent à la moitié. La seconde question, c'est parfaitement en phase avec le discours de diffusion dans l'enseignement, mais comment on fait pour faire la même chose avec le reste de la population, puisqu'évidemment les grandes écoles représentent environ 3% d'une classe d'âge. Et dernière question, toujours sur ce même sujet, les étudiants hors Sciences Po ou HEC ne trouvent pas aussi facilement du boulot. Mes étudiants, donc j'imagine que c'est un prof, mes étudiants ne trouvent pas d'alternance ou d'apprentissage facilement et n'ont pas forcément le choix d'aller dans une entreprise engagée. Comment créer des passerelles avec le système pédagogique dans la globalité? Voilà, c'est la question de comment est-ce qu'on démocratise ton discours. Ouais, on fait une réponse globale du coup, parce que je sens que là, sinon on va se faire éjecter de la scène. Sur la dernière question, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, on est des privilégiés, donc on est conscient que tout le monde ne peut pas le faire. Quand vous êtes dans une entreprise, parce que vous n'avez pas eu le choix, que vous avez trouvé que celle-là, vous avez d'autres moyens de vous engager dans votre vie personnelle, dans votre vie associative, mais, et ça rejoint un petit peu la question de fin du mois, fin du monde. Moi je comprends parfaitement que ce soit plus compliqué pour les gens de boucler leur fin de mois et qu'ils se disent bah, moi j'ai pas les moyens de faire ça. Moi je suis trop fatiguée parce que je fais un métier difficile, physique, toute la journée, je suis pas assis dans un bureau, j'ai pas assez d'argent à la fin du mois pour me dire bah tiens je vais me mettre de côté pour acheter une voiture électrique. Ça je comprends tout à fait. Et en fait ça rejoint ce dont je parlais tout à l'heure sur les politiques publiques, parce que la transition écologique, et je pense que c'est un des gros problèmes aujourd'hui qu'on a en termes d'acceptabilité sociale au-delà de la pédagogie, qui est effectivement essentiellement un problème fondamental, c'est que les gens ont l'impression que ça va contre eux. Alors que non, en fait, il faut que ça aille avec eux. Et ça veut dire qu'il faut qu'on revoie le modèle sur lequel on est en train de concevoir nos politiques publiques. Par exemple, sur la question de la mobilité, qui est une question absolument essentielle, et là, on a l'impression qu'on est en train de dire aux gens, oui, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on avait des voitures thermiques, on passe à la voiture électrique. Alors que de fait, il y a plein de problèmes aussi derrière la voiture électrique, qui vont au-delà du pouvoir d'achat, mais qui l'incluent, parce que tout le monde ne peut évidemment pas se payer une voiture électrique, et surtout que les gens qui devraient avoir des voitures électriques, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de transport en commun autour d'eux, qui habitent à la campagne, ont statistiquement moins de revenus, donc peuvent moins se la payer. Il y a quelque chose quand même du cercle vicieux là-dedans. Et il faut qu'aujourd'hui, le choix ne soit pas seulement une alternative entre la voiture thermique et la voiture électrique. Ça veut dire qu'il faut, encore une fois, des pouvoirs, des pouvoirs politiques, des politiques publiques qui mettent en place des systèmes alternatifs, c'est-à-dire des pistes de vélo cyclables, des transports en commun faciles et surtout avec une bonne cadence, parce que s'il s'agit de faire votre trajet que vous faites en 20 minutes en voiture, en 2h30 en bus, évidemment vous n'allez pas le faire. Ce qui est important à comprendre, et ce qui je pense est un petit peu galvaudé, ou en tout cas pas entendu aujourd'hui par un grand nombre d'individus, et à raison, c'est que la transition environnementale elle doit aller avec le citoyen, et que du coup on doit pouvoir lui proposer des alternatives. On ne vous dit pas d'abandonner votre voiture thermique s'il n'y a pas d'alternative, c'est normal, parce que c'est pas possible. Donc il faut arrêter au niveau politique de faire porter la responsabilité sur l'individu. La responsabilité elle est à la fois individuelle et holistique, collective. Donc il y a ce besoin fondamental d'instaurer en fait un nouveau mode de vie. Et ça veut dire redéfinir nos habitudes, c'est ce dont on parlait avant, redéfinir nos habitudes, savoir sortir des stéréotypes dans lesquels on s'est enfermé, et c'est pas facile parce qu'il y a une inertie du changement et que c'est un monde auquel on est habitué depuis maintenant 60-70 ans, mais il faut faire cet effort intellectuel-là, et c'est pas aux gens de l'assumer. Je pense que c'est d'abord au pouvoir public de montrer la voie, de montrer l'exemple, et en fait de permettre ce changement-là. Voilà. Eh ben on fera pas mieux. Merci beaucoup Léa, merci Virginie, merci Sylvain. Merci à tous. On est quasi à l'heure, il y a un quart d'heure de pause, on se répartit en atelier, on se retrouve ici à 12h15 pour les trophées.